Donc, est-ce que les panélistes peuvent se présenter eux-mêmes, s'il vous plaît? D'accord, je vois que les personnes dans la boîte de discussion disent que vous m'entendez mieux. Très bien, donc merci, je suis Amy Métis, j'ai grandi dans le territoire du traité 8, ma famille est du, du Settlement Family et je suis actuellement détachée auprès de Parks Canada, spécialiste des incendies autochtones. Je donne la parole à Paul. Paul, vous êtes en sourdine. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Courtuet, métis. Je suis bilingue et garde-feu avec 45 ans d'expérience dans la lutte contre les incendies de forêt. J'ai commencé à travailler depuis un très jeune âge car mon père aussi était impliqué dans le garde-feu. Donc c'était une carrière très intéressante avec beaucoup d'expérience dans la lutte contre les incendies. Cette lutte continue et donc je suis très contente d'être ici et de faire partie de cette conversation sur les évacuations car c'est un sujet très important pour nos communautés. Nos communautés doivent être impliquées dans cette discussion d'évacuation. Tout récemment, l'année dernière, j'ai été nominée pour le prix Indigenous Wildland Firefighter lors de la conférence Wildland Fire Canada. Merci. Nous passons à Tara. Merci, Amy. Je m'appelle Tara McGee, professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère et doyenne à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Je suis dans le groupe de recherche sur les dimensions humaines des risques. Amy était membre de ce groupe il y a quelques années. Et cela fait 45 ans que je fais de la recherche scientifique sur les aspects des incendies de forêt liés aux sciences sociales. Et c'est toujours un grand plaisir de co-diriger le First Nation Wildfire Evacuation Partnership. Merci. Merci. Et nous avons aussi Fran qui nous rejoignent avec l'audio, pas sa vidéo, donc je vais la présenter. Fran a 24 ans d'expérience dans la gestion des urgences avec les communautés autochtones et elle a passé les 8 dernières années en tant que gestionnaire des opérations sur le terrain pour les Premières Nations au sein de l'Alberta Emergency Management Agency. Donc, elle est chargée de soutenir les communautés, de savoir la préparation, l'atténuation, l'intervention et le rétablissement. Elle est passionnée par son travail et par le soutien des communautés. Et Michel, si tu veux, je peux te présenter ou bien tu peux prendre la parole. Je vais te présenter. Michel Van der Voort est une pompière novatrice et directrice associée de la Saskatchewan First Nation Emergency Management. Elle est à la tête d'une équipe chargée d'améliorer le service d'urgence et la formation des communautés des Premières Nations. Elle est également entrée dans l'histoire en devenant la première femme présidente de l'Association des pompiers autochtones du Canada. Reconnue comme une étoile montante par le National Fire Protection Association, son dévouement s'étend au réaménagement du paysage, de la gestion des incendies et des urgences des Premières Nations. Donc, merci à tous et à toutes d'être ici avec nous. Je vais donner la parole à Amy pour la première question. Quel est le rôle que ces agences jouent dans l'évacuation des communautés autochtones au Canada? Merci. Donc, je vois qu'il y a une question aussi dans la boîte de discussion. Euh,
On demande si le public peut se mettre en sourdine ou bien le public n'a pas la possibilité d'ouvrir les micros. Très bien. Quant aux compétences des évacuations, je dirais que c'est très compliqué au Canada. Le gouvernement fédéral n'a pas exactement une compétence sur les évacuations. Donc, ça dépend des gouvernements de province, des agences gouvernementales des provinces, et cela dépend sur ce qui se passe dans chaque province et dans chaque législation. Il y a des agences de gestion qui peuvent recommander des évacuations, peuvent soutenir les évacuations, par exemple les municipalités, les chefs de Premières Nations, les mairies. Et la complication quand il y a les Premières Nations qui s'impliquent, c'est parce que ça rentre dans la juridiction fédérale. Et autre chose que nous avons observé est que la situation devient très compliquée lorsque les Premières Nations essayent d'avoir des informations sur les évacuations et avec qui aller pour obtenir ces informations. La plupart du temps, lorsqu'il y a un incendie de forêt, la communauté doit prendre la décision s'ils doivent évacuer ou pas et reçoivent aussi des conseils de différentes agences. Donc, pour les agences de gestion dans notre région, nous essayons de les impliquer, mais ils disaient non, nous n'avons aucun rôle à jouer, ce n'est pas dans notre compétence, nous ne sommes pas impliqués dans les évacuations. Cependant, nous avons trouvé que les communautés autochtones et les Premières Nations cherchent toujours ces agences pour les conseils quant aux évacuations et la répatriation. Donc, il y a un manque de compréhension quant à ces agences de bien-être et les rôles qu'elles peuvent jouer lors de l'évacuation. Aussi, il y a des opérations de centres provinciaux qui sont activées lorsqu'il y a des grandes crises et donc il y a des conseils aussi qui viennent de ce groupe. Mais pour la plupart des communautés, ils ne savent pas d'où viennent les feux, qu'est-ce qui se passe, donc ils dépendent beaucoup de ces agences de bien-être pour prendre ces décisions et savoir ce qui est le mieux et le plus sûr pour leur communauté. Merci beaucoup, Amy. Ceci nous donne une bonne base sur pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous devons parler sur ceci. En Alberta, il y a un centre de gestion des urgences qui donne des conseils sur les incendies. Et ce qu'ils disent est qu'ils essayent de travailler à impliquer d'autant plus la communauté. Donc, Fran, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe quand la communauté s'implique dans la préparation de l'évacuation et comment ça peut améliorer le plan d'évacuation? Fran, je crois que tu es en sourdine. On t'entend pas. Donc, nous allons voir cela avec notre équipe technique. Donc, je vais passer à Michel pendant que nous voyons le problème avec le son de Fran. Donc, Michel, au Saskatchewan, la situation se déroule d'une façon très différente au cours des dernières années. Est-ce que tu peux nous parler de la relation entre les centres municipaux et les communautés autochtones au Saskatchewan, comment elles ont changé et ce que nous pouvons faire pour les renforcer? Oui, bonjour tout le monde. Un changement très grand que j'ai vu au Saskatchewan quant aux relations et les nouveaux programmes. Donc, ça vient de Services autochtones Canada. Ils ont commencé avec un programme d'encouragement de communautés où ils encouragent les communautés et les conseillent à embaucher des gestionnaires de réponse d'urgence. Et ceci a beaucoup changé notre réponse à l'urgence.
Au Saskatchewan, nous avons des membres de conseil et des coordinateurs de réponse d'urgence à des différents niveaux. Avec ceci, nous avons pu renforcer la voix des communautés et cela a changé un peu les règles du jeu. Avec cela, nous avons aussi le personnel des feux de forêt dans notre communauté AOC. Donc, c'est un très grand soutien quant à la communication et l'information qu'ils doivent fournir pour que les leaderships puissent prendre les meilleures décisions. Donc, tout le monde est au courant de ces informations. Le changement le plus grand vient de Service Autochtone Canada en augmentant la capacité dans la gestion des urgences pour les communautés autochtones. En ce moment, nous sommes en train de rédiger des accords qui incluent tous les partenaires dans la prise de décision. Partout au Canada, nous avons vu que dans tous les accords des incendies, des forêts, la plupart d'entre eux étaient développés entre le Service Autochtone Canada et les organes provinciaux, sans aucune contribution des communautés autochtones, mais cela désormais commence à changer et nous voyons d'autres agences, des agences de feux de forêt par exemple, des Premières des Nations, qui vont avoir l'opportunité de prendre ces décisions. Ça ne va pas être un modèle pour tous. Et le programme IMAT, le programme d'assistance de gestion de feux de forêt, est plus flexible pour les communautés autochtones. Nous voyons un avancée dans le paiement pour les communautés autochtones. Donc, ils peuvent contacter Service Autochtone Canada régionalement et avoir accès à ces fonds pour les urgences. Ceci permet aux communautés d'avoir plus de responsabilités et de répondre de meilleure façon aux besoins des personnes. Quant à qui, c'est important de décider les partenaires et les services. Ceci aussi va changer beaucoup la situation. Pendant que les personnes attendent et regardent ce qui se passe, nous remercions qu'au Saskatchewan, nous avons de très bons partenaires tels que Service Autochtone Canada pour parcourir ce chemin. Merci. Merci, Michel. J'aimerais poser une question à Tara. Tara, vous êtes une chercheuse sur ce domaine. Donc, quelle contribution pouvez-vous nous donner pour améliorer la planification des évacuations des communautés autochtones? Merci beaucoup, Heather. Effectivement, je suis une chercheuse à l'Université de l'Alberta. Ma recherche, c'est toujours centrée sur l'application, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé avec des agences de gestion, des agences publiques et d'autres personnes pour avoir des résultats qui puissent s'appliquer et s'utiliser. Quant aux partenaires d'évacuation des communautés autochtones, nous avons pu rédiger des publications académiques et des présentations académiques, mais aussi nous avons pu établir des accords et la production des pamphlets. Donc, l'information disponible à tout le monde avec des brochures. Et donc, ceci grâce aux résultats de la recherche, mais aussi grâce au leadership des communautés et à l'engagement avec elles et avoir des discussions avec elles quant à l'évacuation. Donc, beaucoup d'idées et de réflexions dans ce livre. Et oui, ce serait ça, beaucoup de réflexions qui fait partie de ça. Parfait, merci beaucoup Tara. J'ai une autre question pour Paul. En tant que garde-feu, quelqu'un qui lutte contre les incendies, nous savons que les situations d'urgence peuvent ramener des crises et les choses
se passe tellement vite. Est-ce que vous pouvez nous partager des recommandations sur comment améliorer cette partie de la situation? Très bien, merci beaucoup. Effectivement, en tant que garde-feu, nous luttons sur diverses lignes et en tant que représentant de ma communauté de Première Nation, il y a une autre Première Nation à côté de notre communauté Métis et la communication est très importante. Les personnes comptent sur nous pour leur donner des réponses quand il y a une situation chaotique. Nous recevons beaucoup d'appels, beaucoup de messages en nous demandant qu'est-ce qui se passe, où sommes-nous. Donc, au Saskatchewan, comme dit Michel, si nous avions ces communautés, peut-être que nous aurions ces connexions et nous pourrions nous contacter avec les autres et fournir l'information, mais où nous sommes, c'est très difficile. Surtout quand ça commence, quand les incendies viennent de commencer, tout devient très chaotique. Les personnes essayent de comprendre ce qui se passe et essayent de voir comment nous pouvons les aider, comment ramener l'équipe. Donc, si nous recevons les appels de la communauté en même temps, ça va être très difficile. Quoique si nous avions quelqu'un de la communauté qui puisse répondre à ces appels et répondre à toutes ces questions, ça serait très utile, bien sûr. Très bien, je vais faire une preuve de son avec Fran, mais elle vient de sortir. Donc, Fran a dû voyager. Donc, elle a des problèmes de connexion car elle est sur la route. Donc, Amy, je reviens à toi. Nous avons parlé un tout petit peu, ou bien nous sommes en train de parler sur les compétences. Et est-ce que les choses marchent de façon différente? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre les territoires de Première Nation, de réserve, et les territoires non autochtones? Et quelles sont les meilleures pratiques que vous pouvez surligner et que nous pouvons partager avec les personnes? Bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, les questions les plus importantes quant à l'évacuation est ce composant fédéral. Comme Michel l'a dit, le Service autochtone Canada est un partenaire très important. Ils ont signé des accords avec différentes provinces sur comment répondre et soutenir les communautés des Premières Nations. Par exemple, pour répondre à un incendie de forêt, mais ça dépend beaucoup. Il y a beaucoup de Premières Nations qui ne connaissent pas ces accords. Donc, en faisant cette recherche pour le livre, nous avons trouvé des cas où un représentant d'urgence pour les Premières Nations est quelqu'un qui a beaucoup de fonctions et a beaucoup de responsabilités. Donc, ça peut être un conseiller ou une infirmière ou bien un garde-feu. Et c'est très difficile pour cette personne d'être mise à jour sur ce qui se passe. Nous nous centrons sur les feux de forêt, mais eux, ils ont beaucoup d'autres responsabilités et ils doivent savoir exactement les procédures à suivre, mais c'est très difficile. Il y a d'autres cas où le gestionnaire d'urgence a appelé le Service autochtone Canada et ignoré l'appel d'un numéro qu'il connaissait pas, mais en fait, ça venait d'un gestionnaire provincial qui l'appelait pour fournir de l'aide. Donc, il y avait beaucoup de confusion dans cette situation et il ne savait pas vraiment comment recevoir le soutien et évacuer la communauté. Une autre communauté de Premières Nations où nous avons fait la recherche, ils ont travaillé sur une déclaration sur les urgences de communauté avant d'évacuer la communauté. Donc, ils veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent avoir des fonds pour ces urgences. Donc, il y a tellement de complications et déjà, nous avons à
aborder le stress et après suivre les procédures, c'est très difficile. D'après notre expérience, des fois, il y a encore une attitude très paternaliste entre le gouvernement et les communautés. Et c'est donc très important de connaître les besoins, savoir qui a besoin de voitures, qui est diabétique. Donc, si nous pouvons aider à renforcer les capacités, ça serait un très bon scénario. Un exemple de cela est Stanley Mission quand ils ont évacué leur communauté. Ils avaient un processus local très bon qui leur permettait de reconnaître qui avait besoin de quoi pendant l'évacuation. Ils avaient organisé des tables, donc si quelqu'un avait des enfants et avait besoin d'aide pour les enfants, il devait aller à cette table, ou bien s'il devait aller autre part, il y avait de transport. Mais à la fin, il y a eu des problèmes car ils étaient 2 heures de distance des communautés. Donc, tout le monde a commencé à s'impliquer. Et après, c'était un mélange d'aide et d'organisation entre tous. Merci. Oui, exactement. Je trouve qu'il y a un très grand vide, ou bien un très grand écart avec Fran, car Fran était justement la personne sur le terrain qui fournit le soutien aux communautés, qui est vraiment dans l'engagement des communautés. Donc, Michel, allez-y. Oui, merci. J'allais juste dire que je suis d'accord avec tout ce que Amy vient de dire. Notre organisation essaye de répondre aux urgences tout l'été. Nous avons aidé à une évacuation de la mission Stanley et c'est un très bon exemple d'une évacuation qui s'est bien passée quand elle a été gérée par les communautés, par le personnel. Une fois qu'on commence à s'approcher à la grande ville, la confusion commence à s'accroître car tout le monde veut, veut soutenir et être impliqué. Donc, nous devons vraiment entendre les voix de ces représentants, les représentants qui se centrent sur les plans d'urgence. Au Saskatchewan, les personnes commencent à prendre en main ces fonctions qui faisaient partie de la responsabilité de la province et aussi la Croix-Rouge. Donc, 2 fournisseurs de services au niveau national travaillent d'autant plus et reprennent les services. Donc, je vois une volonté pour gérer leurs propres événements et situations. Donc, j'aimerais dire que tout le monde est content pour nous, mais ce n'est pas toujours le cas car les urgences représentent beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes. Donc, je sais que le leadership ne pense pas à ça pendant les événements, ils pensent aux personnes et veulent suivre le plan. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous voulons toujours gérer nos propres urgences, gérer nos personnes et pouvoir avoir les ressources pour le faire, ce qui est très important. Merci beaucoup. Je vois que Fran a des problèmes toujours de connexion et c'est normal pour quelqu'un qui, qui est sur la route. Fran, est-ce que tu nous entends maintenant? Donc, Fran travaille pour the Alberta Emergency Management Agency et ils ont déjà pratiqué avec des événements et des, des preuves pour voir ce qui se passerait.
Et pour cela, il y a beaucoup de soutien pour pré-planifier ce type d'événement. Michel, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose sur ça? Juste pour vous dire que nous avons des questions dans le chat. Une question sur le financement. Est-ce que je peux répondre rapidement? Je m'excuse, je ne voulais pas interrompre, c'est juste que je lisais le chat. Ne vous inquiétez pas, je vais lire la question. Donc, est-ce que quelqu'un connaît des opportunités pour renforcer l'avantage des capacités, planifier et peut-être effectuer des exercices d'urgence afin de travailler avec les agences de lutte contre les incendies des forêts? J'ai constaté à plusieurs reprises cet été que même les agences de lutte contre les incendies de forêt n'étaient pas conscientes de leur rôle dans le soutien aux communautés autochtones pendant l'évacuation ou pendant la période précédant les évacuations. Donc, un canal pour le financement est le programme d'urgence où il y a une partie pour la formation, pour développer le plan de réponse d'urgence. Et par exemple, quant aux agences de lutte contre les incendies, je devrais réviser les accords avec le Service autochtone Canada et les provinces. Jane, je ne sais pas de quelle province tu nous écris, mais si tu cherches ces accords, et en fait, j'encourage tout le monde à chercher ces accords, car ce que j'ai trouvé dans ces accords sont des opportunités de formation. Donc aussi, il y a des opportunités de formation pour les communautés autochtones et je suis d'accord que pas beaucoup de personnes connaissent ces accords, surtout quand on est sur le terrain et on a affaire avec d'autres responsabilités. Le plus de personnes lisent les accords, le plus nous pourrons renforcer les capacités des communautés. J'espère que ceci est utile. Heather Friend maintenant est dans le public, mais je ne sais pas si ça aide car elle ne pourra pas activer son micro. D'accord, nous allons continuer à travailler sur cela avec notre équipe technique. Paul, j'ai une question pour toi car tu es vraiment sur le terrain avec ton expérience de première main en tant qu'individu. Et tu as une très grande partie de l'expérience professionnelle, mais ta famille aussi a été évacuée euh, pendant cette urgence. Et donc, tu as dû faire face à beaucoup de stress, beaucoup d'aspects à tenir en compte pendant ces situations d'urgence et évacuation. Donc, quelles sont les recommandations? Comment est-ce que vous pouvez y parvenir? Car vous êtes un seul individu et c'est très difficile d'être une seule personne et parler dans un espace comme celui-ci. Oui, merci. C'était une bonne question. Et effectivement, c'est très défiant. Quand ma famille a été évacuée, c'était pendant l'incendie du lac Whitefish. Donc les deux communautés ont dû évacuer. Moi, j'étais envoyée au feu en tant que leader d'équipe pour surveiller les équipes. Et après, j'ai su que mes enfants ont dû être évacués ainsi que toute la communauté. Donc, j'ai dû continuer à travailler et me centrer sur ce que je faisais. Je ne pouvais pas aller et voir ce qui se passait avec mes enfants. J'ai dû avoir confiance dans le système et tout s'est bien passé. Ils ont
été menés avec leurs frères dans un refuge, mais effectivement, c'est une situation très compliquée. Nous devons demander aux membres des communautés ce qui se passe, être en contact. Au lendemain, après avoir travaillé toute la journée, j'ai pu me rendre à l'espace où ils ont évacué les communautés. Et quand les personnes m'ont vu, ils sont courus auprès de moi pour me poser des questions sur ce qui s'était arrivé, si leur maison était endommagée, car il y a eu aussi des explosions. Donc, c'était très difficile, mais tout s'est bien passé. Même si c'était accablant, on a pu contrôler le feu de forêt. Et bien sûr, il y a toujours un peu de tension dans l'air. C'est pour cela que la communication est une partie très importante. Maintenir les personnes informées, car c'est une situation très stressante, devoir évacuer, se déplacer sans savoir où on va vous emmener, qu'est-ce qui va se passer avec votre maison. Et on attend que tout le monde soit tranquille. Donc c'est très difficile. Heather, j'aimerais ajouter à ce que vient de dire Paul, car ça me rappelle un résultat du livre. Il y a des personnes qui restent dans leur communauté, qui ne veulent pas évacuer. Donc tous les étés, dans les nouvelles, nous voyons qu'il y a des personnes qui ne veulent pas quitter les communautés ni les réserves, et ceci cause des complications aux équipes de réponse d'urgence. Mais nous savons que ceci arrive tout le temps. En fait, je connais aucune évacuation où personne n'est resté derrière dans les communautés de Premières Nations. Et il y a beaucoup d'expériences qui existaient et qui peut être utilisées par les agences locales. Et aussi, ces personnes qui restent ont du savoir-faire sur le feu, mais on doit aussi être pratique et avoir l'information en temps réel, peut-être à travers les réseaux sociaux, par exemple Facebook, pour savoir si le feu est rentré dans la communauté ou pas. Et les agences comme on voit, deviennent très accablés par toutes les demandes des personnes. Donc, ils reçoivent des appels à 2 heures du matin et tout. Mais je vois que le besoin de l'information a changé. Maintenant, les personnes demandent l'information en temps réel et les personnes qui restent derrière peut être utile si ça se fait d'une façon sûre. Oui, Amy, c'est un très bon point, ce que tu dis, car en même temps, il y a des membres de la communauté qui m'ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent aider, car c'était des vétérans, des pompiers vétérans. Donc, comment ils peuvent aider la communauté, par exemple, si le feu rentre dans la communauté, comment lutter contre le feu? Et c'est une question qu'on reçoit, que j'ai reçue et qui me fait réfléchir sur pourquoi ne pas utiliser les habilités, les capacités de la communauté. J'aimerais aussi ajouter quelque chose sur ça. Au Saskatchewan, quand je parle de renforcer les capacités au niveau local et pouvoir gérer le plan de réponse d'urgence, ce que je vois avec l'exemple de Stanley Mission, c'est que les personnes qui sont restées dans la communauté, ils sont restés car ils voulaient aider et ils avaient les compétences pour aider. Donc, en faisant partie de la communauté, ils ont pu aider à surveiller les maisons des personnes ou bien des personnes qui vivaient du territoire. Et il y a un changement grâce au Service autochtone Canada il y a 4 ans. Ils ne soutenaient pas les personnes qui, qui allaient dans leur cabagne. Et il n'y avait pas un soutien, mais maintenant on voit un soutien de personnes, les personnes qui retournent aux communautés avec du combustible et de la nourriture. Donc il y a l'opportunité pour les membres de la communauté de soutenir et d'aider les personnes de la communauté. Donc ça devient à l'argent, avoir l'argent pour soutenir les personnes
dans les villes, dans les territoires, et pouvoir embaucher le personnel qui puisse aider pendant un événement d'urgence. Pardon, Michel, est-ce que ces fonds sont disponibles dans toutes les provinces? C'est au niveau national, donc c'est un programme national de transmettre ces ordres de paiement. Mais utiliser les mots-clés, c'est-à-dire avoir le savoir-faire des communautés. Si c'est une situation d'urgence, vous pouvez contacter le Bureau régional de services autochtones Canada et vous allez devoir expliquer la situation. Et donc, tout se passe très rapidement et ça tombe bien quand nous avons les fonds suffisants. Donc, oui, ça change beaucoup les choses. Merci. Et ceci me fait réfléchir sur est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour renforcer la sensibilité euh, des incendies. Par exemple, je pense à Paul et à son rôle, le rôle de lutter contre un forêt. Nous avons les pompiers qui font aussi cette même fonction. Et donc, s'il y a un travail à faire avant, peut-être partager plus d'informations. Mais lorsque nous parlons des personnes qui sont dehors sur le terrain, qui luttent contre le feu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Oui, il y a des arrangements de financement et il y a d'autres exercices, mais est-ce qu'il y a un composant de sensibilisation pour les personnes, pour les pompiers, ou bien les personnes qui luttent contre le feu? Est-ce que c'est à l'extérieur ou c'est ensemble? Car c'était un défi lorsque nous parlions des compétences. Il y a des personnes qui sont très engagées, qui luttent contre le feu. Est-ce qu'ils peuvent aussi organiser les bus et le transport? Est-ce que c'est une expectative ou est-ce que c'est trop ambitieux? Ou est-ce que, où voulons-nous les avoir impliqués? Oui, c'est compliqué effectivement. Et cet été, j'aimerais féliciter toute la communauté car tout le monde a travaillé ensemble sans s'arrêter pour y parvenir, mais c'était très compliqué. Une fois que nous nous centrons sur le contrôle du feu, qui est l'objectif principal, ainsi que protéger la vie humaine, les communautés. On n'a pas beaucoup de temps pour penser à quoi faire d'autre, juste contrôler le feu. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à ça d'une façon significative. Bien sûr qu'on, nous pouvons faire d'autres choses, mais en fait, pas tellement, car nous avons déjà beaucoup à faire, contrôler le feu. Oui, et cela rend plus visible cette lutte. Impliquer les communautés dès la planification et entendre la voix de toutes les personnes est le scénario idéal. Donc, Fran, est-ce que tu es avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Finalement, Fran. Donc, on va profiter et vous donner la parole juste pour vous tenir à bout. Nous parlions sur les progrès de ce sujet. Nous savons que vous avez fait partie de collaborations et de partenariats qui ont de réussite quant à l'évacuation des communautés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, merci. Tout d'abord, je m'excuse avec tous les problèmes techniques que j'ai eus
pour me connecter. Donc, dans notre équipe, nous avons 4 agents de terrain et 2 de bureaux qui sont à Alberta et qui aident les communautés pendant les évacuations. Donc, quand il n'y a pas d'évacuation, nous passons le temps avec les formations. Les formations sont essentielles pour les communautés, pour les mettre à jour sur les besoins, sur ce qu'elles doivent faire, comment s'organiser pendant l'évacuation et comment surveiller l'évacuation et surtout recevoir les fonds à travers le bureau ISC. Mais il y a 2 ans, il y a eu un grand incendie à Travis Stroke et les personnes ont dû évacuer très rapidement sans pouvoir prendre leurs choses. Donc, c'était à nous d'organiser tout ce qui devait avoir avec les besoins basiques. Nous avons dû travailler avec les coordinateurs des hôtels pour pouvoir identifier les personnes, la chambre d'hôtel où ils étaient, et s'ils avaient besoin de quelque chose, on pouvait annoter le numéro de chambre et les envoyer. Donc, c'était beaucoup de travail, mais à la fin, nous avons réussi à limiter les ressources de la communauté pour pouvoir fournir tous les besoins basiques aux personnes. Par exemple, les couches pour bébé, shampoing, tout cela. Donc, c'était un projet qui s'est très bien passé. Et si nous avions un autre à soutenir, nous le faisions, nous pourrons le faire. Le seul point négatif était que nous avions une très petite équipe, pas suffisamment de personnel. Donc, c'était une vraie lutte, mais nous avons pu avancer et quelques personnes évacuées ont pu travailler avec nous. Ils ont été payés par le même programme, donc ça s'est bien passé à la fin. Les plans d'évacuation qui ont les communautés identifient les hôtels où ils peuvent rester ou travailler avec pour pouvoir loger les anciens. Donc, cette année, nous commençons un nouveau programme qui s'appelle l'équipe de soutien. Nous allons commencer par une base de données des ressources de toutes les communautés, donc sécurité, les pompiers qui peuvent être déployés, les gardes-feux, les polices. Donc, si quelqu'un a besoin d'une équipe de réponse, ils peuvent aller sur cette base de données et voir les ressources qui peuvent se déployer près de cette communauté et travailler avec cette communauté. Ça s'est bien passé l'année dernière, ça a bien marché. Nous avons eu même eu de l'aide de QI et donc travailler ensemble et connaître les ressources disponibles dans notre territoire est très important. Donc, je sais que j'ai raté beaucoup de vos conversations, donc je ne sais pas où vous en étiez sur le sujet, mais voilà les accords que nous avons avec le AEMA. Oui, je crois que cela fait écho sur ce que nous disons, le soutien, les procédures et ce qui se passe. Donc pour cela, je vais passer aux questions du public et il y a une question qui dit, je vois que des fois ça peut être problématique lorsque un gouvernement, une agence offre une formation aux communautés autochtones, car cela ne laisse pas souvent la place à une façon locale de faire les choses. Souvent, les formations visent à homogénéiser la manière de gérer les situations d'urgence et nous pouvons comprendre comment cela peut aider lorsque plusieurs organisations compétences travaillent ensemble dans une situation stressante. Mais comment cela peut-il être fait de manière à laisser de la place aux méthodes locales autochtones? Donc, Amy,
Je sais que tu as mentionné un chapitre du livre qui parle de ça, donc je te donne la parole. Oui, je disais que Paul aussi est impliqué dans un projet avec le conseil METI sur comment adapter la formation à des pratiques et des méthodes autochtones. Donc, peut-être que Paul en peut en rajouter plus, mais voilà une très bonne idée sur comment ajouter les méthodes autochtones dans la gestion des urgences. Oui, merci. Nous sommes aux premières étapes de ce programme et l'espoir est de pouvoir avoir une représentation des communautés autochtones pour pouvoir incorporer quelques méthodes autochtones et le savoir-faire autochtone dans ces formations. Donc nous allons voir comment ça se passe, mais nous sommes contents pour cela. Dans le AEMA, nous avons des cours basiques qui se centrent sur les communautés, sur leurs besoins. Donc, nous leur montrons, par exemple, au contraire, ils nous montrent comment ils le font, donc leur méthode locale, car c'est très différent dans toutes les nations Alberta. Et pour avoir une certification au Canada, vous devez prendre la formation formelle. Donc, il n'y a pas moyen de l'adapter à des besoins spécifiques. Mais je sais que mes agents sur le terrain, au lieu pour que les personnes puissent comprendre les rôles et les responsabilités, ils vont planifier un powwow. Donc, ils vont partager les responsabilités et les rôles en organisant un powwow, donc un événement, une rencontre de personnes. Et c'est là où ils vont dire ce qui se passerait lorsque d'une urgence. Donc, je trouve que c'est une bonne idée car on peut impliquer les communautés autochtones et aussi ajouter les méthodes autochtones dans la formation. J'aimerais ajouter aussi que l'idée derrière tout cela est d'avoir une présence autochtone. Donc, c'est bien d'avoir un déploiement de scénario dans ces cours et formations. J'aimerais ajouter une dernière partie. La semaine dernière, je suis retournée de BC. Nous nous sommes rencontrés pour renforcer les capacités des jeunesses. L'objectif était pour que tous ces jeunes puissent rentrer chez eux et faire des projets avec les communautés. Donc, j'aimerais partager quelque chose qui me rend très contente, surtout quant à voir notre espace dans les AOC. Et c'était en Colombie-Britannique qu'on m'a donné ceci et je trouve ça très joli car ça donne l'importance aux femmes, aux tantes de nos communautés qui sont des excellentes leaders et modèles et nous avons la même couleur que celle des directeurs car les espaces pour les femmes sont essentiels dans la AOC aussi. Donc pour toutes les tantes, nous voilà. C'est un jeune qui a fait ce logo et nous avons donné ce sweatshirt à toutes les tantes. Donc c'est une très bonne idée de faire avancer la communauté et d'être dans un espace ensemble. Merci. Et il y a un commentaire sur la différence entre la population métis et les Premières Nations quant au financement. Donc nous avons le temps pour une dernière réflexion, donc une réflexion de clôture de tous nos experts. Nous allons commencer par Amy, donc réflexion de clôture, s'il te plaît.
Très bien, je dirais que les agences municipales doivent arrêter de dire qu'elles n'ont pas un rôle à jouer pendant les évacuations, car au contraire, elles ont un rôle très important qui peuvent s'améliorer pendant ces évacuations. Très bien, Tara. Merci, Heather. Je fais écho à ce que vient de dire Amy, mais aussi c'est génial d'entendre sur les différents changements que Michel a mentionnés. Donc, j'espère voir ces changements partout au Canada car ils vont vraiment faire une très grande différence pour que les communautés soient mieux préparées, puissent répondre d'une meilleure façon, avoir un impact positif dans le bien-être et donc très contente de voir tous ces changements positifs. Très bien, Fran. Merci. J'aimerais dire que quant à la gestion d'urgence en Alberta, c'est important que toute la communauté soit mise à jour sur le plan et qu'ils s'impliquent, qu'ils fassent partie dans l'équipe d'urgence. Nous n'avons jamais assez de mains, de personnes qui aident, donc nous voulons embaucher le plus de personnes de Première Nation pour nous aider à faire face à cet événement. Avant de demander à d'autres de l'aide à des ONG. Donc il y a beaucoup d'espace et d'opportunités pour s'impliquer et vous devez juste contacter le directeur du centre de gestion des urgences en Alberta. Merci. Très bien, Paul. Oui, merci, Heather. Je fais aussi écho de tout ce qui vient de se dire. Nous devons commencer à travailler de plus proche avec nos communautés et profiter des compétences et capacités des personnes qui veulent aider. Ce sont des situations très stressantes et qui peuvent causer des traumatismes. Donc, une fois que l'événement a passé, nous devons aussi continuer à soutenir la communauté car c'est le moment pour sensibiliser les personnes et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent aider aussi, que ce soit avec une formation pour faire partie du processus d'évacuation et d'aide ou quand, de n'importe quelle façon qu'ils puissent aider. Et encore une fois, la communication est clé pour avoir une bonne opération. Merci à tous et à toutes pour votre temps. Très bien, merci à tous nos panélistes. Vous avez contribué tellement sur ce domaine. Et je voulais juste dire que lorsque nous avons commencé cette séance, nous savions que c'était un sujet très difficile à discuter, mais l'idée de ce panel est de donner aux gens un peu d'espoir et de connaissances et à savoir qu'il y a des très bons développements, des changements qui se mettent en œuvre et qu'il y a beaucoup de ressources pour soutenir les personnes, pour qu'ils puissent s'impliquer et aider les communautés autochtones et renforcer leur voix. Voilà une des choses les plus importantes que nous entendons, le fait que les communautés autochtones ont une voix et l'habilité de s'engager, ce qui est très important. Merci à tous et à toutes. Nous apprécions votre temps et merci au public qui a beaucoup interagi dans la boîte de discussion. Merci pour vos questions. Sur ce, nous avons fini cette séance. Merci à tous.